le temps supplémentaire obligatoire pousse nos membres à se réorienter. Madame la ministre, les professionnels en soins quittent le réseau. Il en va de la qualité et de la sécurité des soins. Il y a urgence d'agir. Donc, merci de vous être déplacés ce matin en si grand nombre. La publicité que vous venez de voir, évidemment, est directement liée au sujet pour lequel vous avez été invités ce matin. Cette publicité est une première capsule d'une série de 3 capsules qu'on va diffuser dans les prochains jours. Et c'est encore un retour pour sensibiliser à nouveau les acteurs du réseau, la députation, l'Assemblée nationale, les ministres à nouveau, et sensibiliser la population aux répercussions de ce mode de gestion et réinterpeller la ministre de la Santé sur l'urgence d'agir. Donc, 3 illustrations concrètes des conséquences que le temps supplémentaire a encore sur nos professionnels en soins. Et j'aimerais bien vous dire qu'une partie de fiction, mais ça représente bien les faits réels des conséquences qui sont hautement préoccupantes pour l'avenir de notre réseau de santé. Vous savez, j'ai la chance de parcourir le Québec et je vais régulièrement dans les établissements de santé pour voir les membres, les professionnels en soins qui travaillent sur le terrain. Et quand je reviens et quand je regarde comment je peux sentir ce qu'on m'a dit dans les journées, puis je l'ai dit à la ministre à plusieurs reprises, dans l'ensemble des professionnels en soins, c'est comme si on pouvait actuellement les diviser en 3 catégories. Nos jeunes qui sortent de l'école, qui sont contents, qui ont rêvé d'être professionnels en soins et qui viennent me dire, Madame Bédard, c'est extrêmement difficile. Puis même si on le sait que c'est pas facile la profession, quand on arrive sur le terrain et qu'on le vit réellement, la surcharge de travail et les conséquences du temps supplémentaire obligatoire, on se demande tout de suite après quelques mois, comment va-t-on faire pour continuer encore? Et on se met à un plan B et plusieurs d'entre elles sont réinscrites à l'école et ils me disent, nous, on ne pourra pas continuer comme ça et on doit regarder peut-être à faire quelque chose d'autre. Et j'ai les professionnels en soins qui sont dans la fleur de l'âge qui, eux, me disent, Madame Bédard, à tous les jours, on est tellement essoufflé et épuisé qu'on se demande si on ne va pas aller chez notre médecin au lieu d'aller travailler ou quand on finit un quart de travail, est-ce qu'on va se rendre chez le médecin parce qu'on ne sait pas si on va être encore capable de continuer. Et quand on regarde les horaires de travail et qu'on a 8, 9, 10 jours à faire et qu'on a 2, 3 temps supplémentaires obligatoires qui nous attendent, c'est extrêmement pénible et c'est l'illustration que vous aurez dans la prochaine capsule. Il y a aussi nos infirmières d'expérience seniors qui, elles, quand je vais les voir, me disent moi, je ne ferai pas une journée de plus. J'arrive à ma retraite là, et je vais quitter telle date, tel jour. Alors, imaginez là, cette charge-là. Quand je sors d'un établissement, là, la vraie réalité, là, c'est là l'inquiétude, c'est la préoccupation que nous avons. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Et c'est ça qu'on a mis en lumière dans les 3 capsules qui vont vraiment se dérouler dans les prochains jours. Donc, vous le savez, c'est bien connu, la Fédération est sans cesse préoccupée par la qualité, la sécurité des soins pour la population du Québec. Notre organisation est surtout, puis également très, très, très inquiète de l'état de fatigue et de détresse d'une grande majorité des professionnels en soins qu'elle représente. Aujourd'hui, je suis accompagnée de professionnels en soins qui aiment profondément leur profession, mais qui peinent à pouvoir offrir des soins de qualité sécuritaire, car elles doivent travailler dans des conditions difficiles et qu'elles sont frappées de plein fouet par les répercussions néfastes du temps supplémentaire obligatoire. La lutte pour l'abolition du temps supplémentaire obligatoire est une lutte que mènent les professionnels en soins pour évidemment pouvoir reprendre le contrôle de leur vie personnelle, mais elles veulent aussi retrouver vraiment les moyens de pouvoir offrir des soins de qualité et sécuritaires à la population. Elles veulent mettre un frein aussi entre l'écart qui se creuse de plus en plus entre leurs obligations et leurs valeurs professionnelles et les soins qu'elles peuvent réellement dispenser à tous les jours. La ministre de la Santé, Mme McCann, parle souvent des professionnels en soins. Elle parle souvent de son désir de mettre fin au temps supplémentaire obligatoire. Elle parle souvent des actions qu'elle pose. Notre action du 8 avril dernier, on va se le dire, a permis de pousser la ministre de la Santé et les employeurs du réseau à se mettre réellement en action et à faire des travaux. Mais des travaux de base, de rehaussement, d'affichage de postes, des travaux qui, en passant, auraient dû être faits depuis longtemps et que nous réclamions sur toutes les tribunes.
Ces travaux ont été faits, mais ont été faits à géométrie variable et pour plusieurs établissements, on peut se le dire, ça a été quand même assez frileux, leur façon de travailler. Donc, les effets des travaux qui ont été faits sont actuellement encore peu palpables sur le terrain. Depuis septembre, on remarque un ralentissement des efforts déployés alors que les employeurs, clairement, devraient être en deuxième vitesse. Pourquoi? Parce qu'on est à l'aube d'une période des fêtes, parce qu'on est à l'aube d'une période extrêmement difficile qui est l'hiver qui s'en vient. On peut affirmer que le temps supplémentaire obligatoire est toujours présent et qu'on a besoin d'un autre grand tour de roue pour que les travaux qui se sont ralentis depuis l'été s'accélèrent à nouveau. Jour après jour, j'entends et je reçois des témoignages de professionnels en soins qui ne comprennent pas encore les incohérences du réseau. On a encore beaucoup de décisions administratives, de décisions de gestion qui génèrent toujours autant de temps supplémentaire obligatoire. Encore récemment, pour en nommer juste une infirmière auxiliaire me disait, elle a 9 ans d'expérience. Et ça, c'est il y a quelques jours. Il y en a qui m'écrivent, qui m'appellent, que je côtoie et me disent, c'est pas normal que j'aie encore juste un 2 jours semaine. J'ai peine à boucler mes fins de mois et il y a tellement de temps supplémentaire obligatoire, je ne comprends pas pourquoi on ne me met pas à l'horaire et qu'on demande à mes collègues de faire autant de temps supplémentaire obligatoire. Et ça, c'est un exemple de difficulté de gestion où on demande un tour de roue supplémentaire. Donc, voici encore une fois un bel exemple pourquoi on est encore ici aujourd'hui à parler du temps supplémentaire obligatoire. Donc, si le temps supplémentaire obligatoire est encore au nombre des priorités de la ministre de la Santé, on lui demande de le faire sentir davantage sur le terrain et aller plus loin dans la mise en place de solutions. Elle doit demander des comptes réels au président directeur général de chacun des établissements du Québec. Elle doit leur demander des cibles réelles pour qu'ils se mettent vraiment au travail. La situation est encore critique et trop de professionnels en soins sont appelés à faire du temps supplémentaire obligatoire, et ce, partout au Québec actuellement. Donc, aujourd'hui, pour la qualité et la sécurité des soins, la FIC demande à nouveau pour ses membres 24 heures où elles pourront vivre une journée normale de travail. Ce 24 heures aura lieu du vendredi 15 novembre, 16 heures, au samedi 16 novembre, 16 heures. Lors de ce 24 heures, la ministre de la Santé aura l'occasion de réitérer son engagement envers les professionnels en soins, mais également envers la population du Québec. Vous le savez, l'hiver est à nos portes. C'est une période extrêmement exigeante pour les professionnels en soins. Les prochains mois seront encore difficiles et la pression se fera sentir encore davantage. Et je dois vous dire qu'elle n'a pas cessé cet été, que les professionnels en soins sont à bout de souffle, sont épuisés. Donc, on veut s'assurer que la ministre, parce qu'elle détient les pouvoirs, parce qu'elle a la capacité de prendre les décisions, que l'hiver prochain ne sera pas à la couleur des 2 derniers hivers. Cette deuxième journée sans temps supplémentaire obligatoire est donc extrêmement importante. Elle est importante parce que ce message, elle doit envoyer un message fort aux professionnels en soins qu'elle est là pour eux. Elles ont besoin d'entendre la ministre réitérer cet engagement-là et se mettre en action à nouveau. Les professionnels en soins ont besoin de vivre une journée normale de travail à nouveau. Donc, notre appel à la ministre de la Santé est simple. Elle doit demander à ses gestionnaires de prendre tous les moyens raisonnables pour éviter le temps supplémentaire obligatoire aux professionnels en soins du 15 novembre, 16 heures, je le répète, au 16 novembre, 16 heures, comme elle l'a fait le 2 avril dernier. Dans les prochains jours, tous nos syndicats affiliés seront aux aguets afin de s'assurer que les employeurs élaborent des horaires de travail dignes de ce nom, des horaires de travail complets et prévoient du personnel en nombre suffisant. Tout au long de ce 24 heures, nous allons nous assurer que les gestionnaires utilisent le temps supplémentaire obligatoire que lors de situations urgentes et de situations exceptionnelles, comme cela devrait être fait. Lors des 24 heures sans temps supplémentaire obligatoire, nous allons également porter une attention particulière aux employeurs qui se vantent de ne peut-être pas imposer du temps supplémentaire obligatoire, mais qui seraient tentés comme seul effort de ne pas remplacer les absences ou de faire de la substitution de titres d'emploi. Nous utiliserons donc ce 24 heures
pour documenter davantage ces méthodes de gestion aussi néfastes que le temps supplémentaire obligatoire et ainsi mettre en lumière ces gestionnaires qui mettent tout autant à risque les professionnels en soins que les patients. À ce chapitre, nous invitons particulièrement les directrices de soins infirmiers à remplir leurs devoirs et leurs obligations. Ces directrices de soins infirmiers doivent notamment surveiller et contrôler la qualité des soins et clairement, le temps supplémentaire obligatoire, le non-remplacement des absences, la substitution de titre d'emploi va à l'encontre de cette qualité. Le 8 avril dernier, nous avons fait la démonstration éloquente qu'il est possible, quand l'humain est au service de l'humain, de faire des horaires, je le répète, dignes de ce nom, et nous avons gagné notre pari, car il y a eu une diminution drastique, sinon absolument pas de temps supplémentaire dans tout le Québec. Alors, on se doit de réitérer cette pratique. Plusieurs mois ont passé depuis et, visiblement, le cri du cœur des professionnels en soins ne semble plus occuper la haut de la liste des priorités de la ministre. Avec ce 24 heures sans temps supplémentaire obligatoire, nous voulons lui rappeler sa promesse et son engagement ferme à en faire une priorité constante. Elle doit se mettre à nouveau en action. Je le répète, le seuil de tolérance et la capacité physique et mentale des professionnels en soins de continuer sous ce mode de gestion a atteint sa limite. Pour bien expliquer les conséquences sur la vie des professionnels en soins et tous les effets néfastes du temps supplémentaire obligatoire, j'ai des professionnels en soins courageuses qui vont prendre la parole aujourd'hui pour venir expliquer réellement qu'est-ce que ce mode de gestion a comme effet sur leur quotidien. Bonjour, je m'appelle Caroline Dufour, je suis assistante infirmière-chef à l'urgence de l'hôpital de Gatineau et infirmière depuis maintenant 6 ans. En 2018, mes collègues et moi avons sonné l'alarme en dénonçant nos conditions de travail dans le livre noir des urgences de l'Outaouais. Force est de constater que cela n'était pas suffisant. Encore aujourd'hui, nous devons composer avec des ratios infirmières-patients non sécuritaires, le non-remplacement des maladies, l'exode des infirmières vers l'Ontario et l'utilisation du temps supplémentaire obligatoire. Les ratios infirmières-patients actuels ne nous permettent pas d'offrir des soins humains, de qualité et sécuritaires à nos patients, et ce, dans le respect de nos standards de pratique professionnelle. Cela nous cause une détresse psychologique importante et une remise en question constante de nos compétences. On continue de nous imposer du temps supplémentaire obligatoire et donc à nous forcer à travailler lorsque nous sommes épuisés. Et ce, même si les études ont démontré que celui-ci engendre une augmentation du nombre d'erreurs de médicaments, une augmentation des incidents et des blessures et une diminution de la rétention du personnel. De plus, chaque fois qu'une infirmière se lève pour dénoncer la situation, pour lancer l'alerte, elle subit trop souvent de la violence organisationnelle, telle que des sanctions, des menaces et des représailles. L'intimidation vécue les mène à l'épuisement professionnel, elles vivent de la détresse psychologique et finissent par abandonner la profession ou avoir peur et se taire. Madame Mécan, ne négligez pas les alertes des infirmières. Il en va de la santé de vos patients. Permettez-leur de soigner dans des conditions acceptables et sécuritaires. Merci. Je vais lever le micro un petit peu. Bonjour, je me présente Annie Ouellette, infirmière et passionnée par mon métier depuis plus de 25 ans. Tout au long de ma carrière, j'ai vécu plusieurs changements et quelques réformes. La dernière réforme a été d'une rare violence et a engendré des changements majeurs sur le climat de travail, sur la motivation des professionnels et sur la qualité des soins. Je travaillais comme assistante infirmière-chef auprès de ma clientèle préférée, les personnes âgées. Cette clientèle a été durement touchée par l'austérité imposée par le gouvernement. La notion de soigner n'existait plus. Le nombre de congés était la seule valeur quantifiable par l'employeur. Les patients sont devenus de vulgaires statistiques et les employés du réseau des numéros de matricule. C'est là que j'ai appris le concept de violence organisationnelle. Témoin d'aberration et de négligence, j'ai osé dénoncer. Bâillonné à coups d'avis disciplinaires, moi qui avais un profil d'employé parfait, loyauté, engagement et leadership positif. J'ai été démolie de voir le traitement de mon employeur après tant d'années de loyaux services. En 2018, j'ai fait le choix déchirant de quitter l'hôpital où je travaillais depuis plus de 15 ans.
Un deuil terrible, mais un choix nécessaire, une question de survie. J'ai eu l'impression d'abandonner mes collègues, mais j'ai dû me choisir. Je n'en pouvais plus de vivre ce conflit de valeurs de façon quotidienne. Si je parle aujourd'hui, c'est que je souhaite ardemment que l'on redonne de la reconnaissance aux professionnels en soins et qu'on se recentre sur l'essentiel des soins de qualité. Merci. Bonjour, je me nomme Hélène Vézina, je suis infirmière auxiliaire au 6 des Laurentides depuis 16 ans. On peut ainsi dire que j'ai connu toutes les réformes. Depuis plusieurs années, il est fréquent que les infirmières auxiliaires soient appelées à faire de la substitution de titre d'emploi. Par exemple, s'il manque une infirmière, l'infirmière auxiliaire la remplacera pour pallier le manque. Par contre, déontologiquement, elles ne peuvent pas faire toutes les tâches qu'une infirmière peut accomplir. Ou au contraire, elles sont appelées à faire les tâches de préposés aux bénéficiaires alors qu'elles pourraient être utilisées selon leurs compétences et leur champ d'expertise. Bien que le travail de préposé est non négligeable et important, il serait plus avantageux que les infirmières auxiliaires soient utilisées à leur pleine capacité afin d'offrir des soins de qualité et sécuritaires à la population. Les infirmières auxiliaires vivent une grande précarité d'emploi, c'est-à-dire elles ont des postes à 4 jours par 2 semaines. Certaines sont obligées de trouver un second emploi pour pouvoir pallier à leur manque. Elles peuvent également travailler comme serveuses au Saint-Hubert. C'est notre réalité. Ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'il y a une diminution de la qualité des soins à cause de la dégradation des conditions de travail. Notre préoccupation est de donner des soins de qualité et d'avoir des conditions de travail normales. Merci. Bonjour, je m'appelle Valérie Caron. Je suis inhalothérapeute à l'hôpital Honoré-Mercier et j'exerce mon métier depuis maintenant 7 ans. Mes principales fonctions sont l'assistance respiratoire pour toutes les clientèles, autant pédiatriques que personnes âgées. Pour les inhalothérapeutes, le temps supplémentaire obligatoire fait aussi partie de notre réalité. Le temps supplémentaire obligatoire a comme conséquence la fatigue des professionnels, la diminution de la sécurité et de la qualité des soins, ainsi que l'abandon de la profession par nos jeunes professionnels. En plus de l'épuisement, on travaille sans ratio inhalothérapeute-patient. Il n'y a pas de considération de charge de travail. On peut avoir jusqu'à 45 patients à charge. En conséquence, ça ne laisse pas de temps afin de procurer des soins complets aux patients qui en auraient vraiment besoin. Nous n'avons pas le temps d'exercer des soins à la hauteur de nos attentes et de nos compétences. Par exemple, en salle d'opération, à cause de l'augmentation de la cadence des chirurgies, certaines de mes collègues se retrouvent à travailler sans formation, sans intégration et ça les place dans des situations dangereuses. Dans certains secteurs, les professionnels ne veulent pas de temps complet car les soins sont trop lourds. C'est une question de santé physique et mentale. Par conséquent, les inhalos souhaiteraient qu'on installe des ratios patients-inhalothérapeutes qui leur permettraient de prodiguer des soins, de l'enseignement et de la prévention. Merci. Bonjour, je m'appelle Nissa Poisson-Tamis et je suis perfusionniste clinique au Centre universitaire de santé McGill. Je suis une parmi les 80 autres perfusionnistes à travers tout le Québec qui travaillent dans nos centres de chirurgie cardiaque. Lors d'une chirurgie cardiaque, le cœur est arrêté. Je suis responsable de la dérivation de la circulation sanguine et de remplacer les fonctions vitales. Chez l'adulte, comme chez l'enfant, notre expertise en circulation extracorporelle est irremplaçable et elle sauve des vies. On travaille tous à temps complet et on effectue tous de la garde en plus de nos heures régulières. Être de garde d'une fille est disponible sur appel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ce, à l'année longue selon les besoins de l'hôpital. C'est une réalité et une responsabilité qui vient avec le travail d'être perfusionniste. Nos proches le savent. On sait normalement quand est-ce qu'on commence, mais jamais à quelle heure qu'on va terminer. On est probablement le titre d'emploi qui effectue le plus d'heures travaillées en temps supplémentaire versus le nombre d'individus. C'est sûr que c'est partagé au sein d'une équipe, donc plus on est, mieux c'est distribué. Présentement, au Québec, on est en pénurie. Le fait qu'on soit en pénurie, ça rend la situation extrêmement difficile. On répond aux urgences, mais on n'a pas le contrôle sur le nombre d'heures et sur la fréquence de celles-ci. Au fil des ans, nos équipes sont de plus en plus sollicitées, ce qui est bien pour la profession, mais comme je vous dis, le système est en pénurie, ça devient peu attractif pour celle-ci. Bien contente de toujours répondre à l'appel en faisant de notre possible pour que nos activités quotidiennes ne soient pas affectées. On est seulement qu'humain. Si on travaille de nuit et que le lendemain, on était prévu à l'horaire, mais malheureusement, on est à -1.
Donc, quand on est en manque d'effectifs ou que les équipes sont en surcharge de travail, il y a un risque de bris de service. Pour moi, ça, c'est un risque réel. Un bris de service veut nécessairement dire qu'une chirurgie élective, donc un patient qui est en attente peut se voir reporté et même annulé à un autre moment donné X, alors qu'il était déjà sur la liste d'attente. Donc, Madame McCann, je vous demande qu'on nous écoute, c'est important. Merci. Good morning. It is well known that the Federation is constantly concerned with the quality and safety of care provided to the population of Quebec, as well as the well-being of the 76,000 healthcare professionals that we present that provide this care. Unfortunately, in the current state of the healthcare system, a significant number of registered nurses, licensed practical nurses, respiratory therapists, and clinical perfusionists are fatigued and in distress. Our health minister, Danielle McCann, often talks about the importance of the healthcare professionals and her desire to end the practice of mandatory overtime. If mandatory overtime remains one of her priorities, she will need to ensure that concrete measures be put in place in order to eliminate this practice. Thus, today, for the quality of care of the population of Quebec, the FIC is demanding once again for its members to have a 24-hour period where they will be able to have a normal workday like the majority of the citizens of the population of Quebec. A day where healthcare professionals will not be held hostage in their workplace. This day will occur on November the 15th, beginning at 4 p.m., and will end on Saturday, November the 16th, at 4 p.m. as well. Our call to the health minister is clear and simple. She must ask her managers to take all reasonable measures to ensure that mandatory overtime does not occur during this 24-hour period. Throughout this period, we will ensure that managers only use mandatory overtime during exceptional or urgent situations. Furthermore, we will pay a special attention to certain employers who deem not to use mandatory overtime but have other practices in place, for example, non-replacement of certain absences, or as well as job title substitutions. For example, in an absence of a registered nurse, she might be replaced by a licensed practical nurse, or in an absence of a licensed practical nurse, she might be replaced by a PAB or an orderly. Healthcare professionals play a vital and key role in this healthcare system and are not interchangeable. With this 24-hour period, we want to remind the health minister of her commitment and her promise to eliminate mandatory overtime. This must remain an ongoing priority for the minister. For the Federation, the patients, the population, the healthcare system, and managers have always been able to count on the dedicated healthcare professionals in the province. However, the situation is critical, and the healthcare professionals' threshold of tolerance and physical and mental capacity to continue on this type of management has reached its limits. If we want our healthcare professionals to continue to practice and provide quality care today and in the future, we need to ensure that the health minister listens to their needs. Ms. McCann, you must take action immediately in order to eliminate this practice of mandatory overtime once and for all. Thank you. Alors voilà, des professionnels en soins à l'image de celles qui ont témoigné aujourd'hui. Il y en a des centaines dans le réseau, et ce, partout dans les établissements de la province. Elles aiment profondément leur profession, mais elles ne peuvent juste plus continuer ainsi. Les patients, la population, le réseau de la santé et les gestionnaires ont toujours pu compter sur les professionnels en soins. Mais c'est parce qu'elles veulent être encore là, demain, la semaine prochaine et le mois prochain, les professionnels en soins du Québec, les futurs professionnels en soins, veulent et elles ont aussi besoin de pouvoir compter sur leur ministre de la Santé. Merci.
Madame Bédard, Harold Gagné, TVA, bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, si on fait le portrait actuellement du temps supplémentaire obligatoire, je sais qu'à certains endroits, entre autres, ils étaient supposés mettre en place des façons de faire, parce que ce n'est pas toutes les infirmières qui veulent avoir un temps plein, hein, on s'entend là-dessus. Est-ce que vous avez un portrait général à l'ensemble du Québec? Est-ce qu'il y a des endroits où ça va bien, où ça a été mis en place, ça fonctionne bien, puis ça pourrait devenir encore et toujours un modèle pour les autres? C'est quoi l'état de la situation générale? Bon, général, la situation au Québec, c'est que ce qui a été mis en place n'est pas suffisant pour qu'il y ait des répercussions là, palpables pour le temps supplémentaire obligatoire. Oui, il y a certains établissements qui sont allés plus loin, qui ont mis des postes à temps complet ou des postes un petit peu plus important, mais honnêtement, il n'y a personne qui est allé au bout des mesures qui devaient aller. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a fait une première phase en mai-juin, qui était une phase qui aurait dû être faite depuis longtemps. Mais aujourd'hui, de dire qu'il y a des gestionnaires qui ont changé le mode de gestion, qu'ils mettent de l'énergie à faire des horaires comme ils devraient être faits, où on peut prendre les infirmières auxiliaires et on devrait en mettre dans les urgences, on devrait en mettre dans beaucoup plus d'équipes de travail. Au contraire, il y a beaucoup de chaos à ce chapitre-là. Tous les ratios professionnels en soins qu'on demande qu'ils soient déployés suite au projet, actuellement, on n'est pas là du tout. Donc, il y a tellement énormément d'éléments à faire que j'ai de la misère à vous dire qu'il y a des établissements qui reluisent plus que d'autres. Alors oui, il y en a qui ont mis un peu plus d'énergie à travailler pour faire du rehaussement de poste, mais honnêtement, globalement, ils peuvent drôlement aller plus loin. Est-ce que ça veut dire que Mme McCann n'a pas respecté sa parole? Bon, Mme McCann a travaillé en mai-juin, je dois lui donner. Elle a demandé aux établissements de se mettre en action, mais dans les dernières rencontres que j'ai eues avec elle en début de l'automne, je l'ai senti ralenti, puis je l'ai senti un peu plus en retrait, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une préoccupation qu'elle a, mais ce que j'ai dit ce matin, c'est qu'on ne sent plus que c'est une de ses priorités et qu'il faut que ça le redevienne, parce que c'est effectivement un engagement et une promesse qu'elle a fait. Alors, on a besoin de par ses actions, qu'elle recommence à travailler, se mettre en action pour qu'on puisse sentir que c'est vraiment une de ses priorités. So, Lauren McCallum, CBC, just to elaborate a little more. I want to ask you, I have a friend who teaches nursing. She was explaining to me that there's kind of two ways of operating between the French system and the English system. That the French system is more of a top-down approach from doctors to nurses, and that more of a team approach in the English system. Are you noticing any difference in the English hospital system over the French when it comes to forced overtime? With regards to your question, there's always been differences being an English institution versus a French institution. And what we're saying here today is changes do have to occur at all levels, so be it in the English institutions as well as the French. And it's really a form of management, a style of management that's used. And over the last number of years, what was an exceptional measure when there were certain absences has become a norm. And this norm, we're seeing it as well as in the English institutions, as well as in the French institutions, and we have to put an end to it. It's not normal in this day and age that people who have other responsibilities, they give it their all after an 8-hour shift, and they're expected to care for their children, care for their loved ones, and are being forced to continue an additional shift, and we're seeing this in all types of institutions. How often does it happen that an orderly will replace the job of a registered nurse? Usually we'll see a licensed practical nurse replacing a registered nurse, and we'll see an orderly replace a licensed practical nurses. However, in certain institutions, if you're missing 2 or 3 or 4 healthcare professionals, be it registered nurses, at one point there might be an additional orderly or PAB on the unit, but they're not replacing the registered nurse. Okay, thanks. Stéphane? A quick question. There is, of course, mandatory overtime. This day that you're asking for no overtime, what if the minister says, sorry, no exception that day? Well, it's totally unacceptable. Let's be very clear. The vast majority of society have normal work schedules. So what we're asking is, on a daily basis, our members who are dedicated and engaged, and they're there around the clock to care for the population of Quebec,
There has to be another way, and we know there is a way. You could better plan your schedule, and we're giving them a notice. They have a 9-day notice to make sure that during this 24-hour period, the healthcare professionals, after having completed an 8-hour shift or a 12-hour shift, be it in what type of institution they're in, they'll be able to go home like everybody else does in society. So for us, it's unacceptable that they don't have the time to prepare, to manage their schedules. But what if they don't? Will you simply go home after your shift that day? Well, we're going to be we'll be very present as a federation and our unions within the institution. It's been done in the past. On April 8th, we were able to have the first day without mandatory overtime. The minister gave clear indications to our directors and our managers to make sure that no mandatory overtime. So it is feasible, it can be done, and it must be done. They must do it. It's as simple as that. Will you walk out if they don't? We're not talking about walking out. We're not talking about a strike. We're just talking about a normal workday like everybody has in our society. Merci. Excusez-moi. Yasmine Khayat de Radio-Canada. Madame Bédard, quand vous parlez de journée normale de travail, ça veut dire quoi dans la vie d'une infirmière? Puis vous disiez tout à l'heure que vous vouliez demander des comptes réels et des cibles réelles. C'est quoi ces cibles et c'est quoi ces comptes concrètement? Bon, alors pour une journée normale de travail, c'est quand tu rentres au travail, si tu es cédulé un quart de travail, tu ne devrais pas être obligé d'être pris en otage et de ne pas savoir quand est-ce que tu vas finir. Donc, un quart normal de travail, c'est une journée pour laquelle tu es cédulé et que tu vas faire ta prestation de travail et que tu vas pouvoir rentrer chez toi par la suite. Ça, c'est la première des choses. Alors, les comptes et les cibles, bien, les cibles, c'est qu'il faut qu'il y ait une diminution drastique de temps supplémentaire obligatoire et à ce jour, pour l'avoir demandé à la ministre, puisque c'est elle qui a quand même demandé au PDG de travailler, de se mettre en action pour s'assurer d'éradiquer le temps supplémentaire obligatoire, c'est des éléments qu'elle ne peut me dire encore. Puis c'est elle qui détient cette information-là. Moi, l'information que j'ai et la seule vérité que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que l'ensemble des professionnels en soins, à tous les jours et tous les fins de semaine, elles font du temps supplémentaire obligatoire. Et ce que je demande à la ministre, c'est ça, c'est dites-moi ce que vous avez fait et dites-moi, vous, où le temps supplémentaire obligatoire a diminué parce que mes professionnels en soins ne le sentent pas actuellement. Just a question. It was nice to hear from the different healthcare workers at the beginning. Do any of you speak English so we could get your story as well? MUHC, perhaps? Gatineau, peut-être? Yeah? Can you tell us, just for the sake, you know, for the real people to understand what you're going through? First of all, repeat your name if you don't mind. So, Caroline Dufour. Okay. So, Caroline, what is it like for you as a nurse, correct, in Gatineau on a day-to-day basis? What are you seeing? Actually, I'm working night shift, and I'm in French is assistante infirmière chef, so I'm like the boss during the night. And often I have to go, I have to take some patients. So I have to cut myself from being the assistant during that night, so I have to care for patients. So I'm not there for all the nurses and to take all the decision. So it's at the emergency. We have in Gatineau, we have a ratio from 1 nurse for 10 patients, which is a lot with auxiliaire, infirmière auxiliaire. So it's like every day we don't take our breaks, we don't take our lunch times. Sometimes at 8 in the morning we has to stay another 4 hours, sometime another 8 hours. So we have to do like 16 hours in a row. That's really exhausting for us. And it's sure that when you pass a certain amount of hour, like when you go through 12 hours, it's difficult to be alert, to be as good as you were when you arrive. So you put yourself at risk because you can do some mistakes, like with the medication. So we have patients' life in our hands, so we need to be like alert, really there, really like we have to have the time to get rest and be ready for the next day. And actually, I don't have full time. I'm only doing like 7 days
per 2 weeks because I cannot do more. It's too much for me. I don't know if I have to stay or if I could leave after my shift, so I prefer to do 7 days and to have 7 days off to recuperate from that. Your family, do you have kids? I mean, how is this for you as an individual? Well, I don't have kids now, so that's a good thing for the moment because I'm working night shift, but I have a boyfriend. So during my 7 days when I'm working, I don't see him really much, and I'm so exhausting, so we're not doing much things during the night because I have to get ready and I have to sleep. So it's difficult to see families and my friend also because I'm in Gatineau and my family's in Montreal, but I work like 7 days in a row, then I have 7 off, and I prefer to stay like that because I cannot do more for now. Thanks. And sorry, I forgot your name. Hi, my name's Nisa. Okay, Nisa. What's it like for you at the MUHC? So, okay, first of all, I'm one of the perfusionists here. So my job is different from nursing or from the RTs or any of the other professionals. So we are a very busy institution. I work in cardiac surgeries and we do on-call schedules. So what I'm saying is that all of us, all perfusionists in Quebec are all full-time workers. There's no part-times in my job description per se. And it comes with responsibilities, meaning that when we subscribed and when we decided and we chose to come into this job, we knew that we were going to come in and work overtime, that we were going to come in and work emergencies. Those emergencies, when there's a cardiac emergency, whether it's for permanent support, temporary support, mechanical hearts, ECMOs, anything of the sorts, we don't know for how long we're going to come in. It may be for a few hours. It may be for a very long period of times. And it comes by periods. So sometimes we're very busy. Sometimes it's a bit more lax. But the teams over the last couple of years, what we've noticed is that the teams are small. So that impact, the number of hours won't change. But if the teams are small and we're not the right amount of people in place, it's heavy on the actual staff. So I could see it in my coworkers. I've seen people leave the profession for something else. I've seen people go towards the private system for completely opposite. I see people not going through 35 years of career. I see having issues attracting people to our job. It's something, I love what I do. I am very passionate about it. I could speak about it every day, any time. But it has an impact on our life, on our family life. And like I said, we choose to come into this profession with an open mind. But the shortage has an impact on us, and all of us are tired. We're going to keep on working. We're not going to say no. We're going to keep doing so, but we're waiting for an input, and we want to be recognized. We want to be valorized. We want to be, that's it. I've been a perfusionist for 9 years, and prior to that, I was a nurse. So I've been in the health system since 2004. Okay, thank you. Yeah, 15 years. Merci. J'aurais peut-être juste une dernière question parce que je sais que monsieur a répondu en anglais à Stéphane, mais j'aimerais que Mme Bédard réponde. Pour les patients, parce que tantôt il disait que ce n'était pas une question de grève le 15 et le 16 novembre, mais cette journée-là, ce 24 heures-là, les patients doivent s'attendre à quoi si les gestionnaires ne prennent pas les responsabilités que vous demandez? Qu'est-ce qui va se passer? Les patients doivent s'attendre à la même chose que le 8 avril dernier. Alors, moi, je m'attends à la même chose. Le 8 avril dernier, on a réussi à faire une journée où il n'y a pas eu de temps supplémentaire obligatoire à peu près partout au Québec. Il n'y a aucune raison pour que le 15 et le 16 novembre prochain, ce soit différent. Ce que je peux dire à la population, c'est que s'il y a des situations urgentes et exceptionnelles, les professionnels en soins sont professionnels et elles seront au rendez-vous pour leurs patients.